Graines d'histoire. Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le premier chapitre du programme d'histoire de la classe de seconde, qui est un chapitre introductif portant sur la notion du temps en histoire. Par convention, il existe 4 grandes périodes historiques. Tout d'abord, l'Antiquité débute avec l'apparition de l'écriture vers 3500 ans avant notre ère et s'achève en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Vient ensuite le Moyen Âge, qui s'achève en 1492 avec la découverte de l'Amérique par les Européens. Viennent ensuite les temps modernes, qui s'achèvent en 1789 au début de la Révolution française. Enfin, l'époque contemporaine débute avec la période révolutionnaire française et se poursuit encore de nos jours. Il existe donc 4 grandes périodes historiques. On parle de périodisation de l'histoire, c'est-à-dire le fait de diviser le temps en périodes. Une période est un segment de l'histoire qui se distingue des autres par des caractères propres. Ces césures sont le résultat d'un consensus entre historiens, permettant de se repérer plus aisément dans le temps. Toutefois, ces césures font l'objet de débats. En effet, ces césures peuvent être remises en cause et discutées entre les historiens. Tout d'abord, les césures retenues, qui correspondent à des changements de système politique et culturel, peuvent ne pas correspondre à toutes les civilisations. Concernant la fin de l'Antiquité, à l'échelle occidentale, la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 est une césure majeure, car elle entraîne la création de multiples royaumes germaniques dans l'ancien Empire romain. Toutefois, cette césure n'en est pas une en Orient, puisque l'Empire romain demeure, nommé désormais l'Empire byzantin. Mais, à l'échelle du territoire qui n'est pas encore la France, le baptême de Clovis, en 496, est une césure majeure. En effet, il est le premier roi germanique à se convertir au christianisme, et cette conversion entraîne le soutien du clergé au nouveau souverain, et va ensuite favoriser la fusion entre les Gallo-romains et les Francs. Concernant la fin du Moyen Âge, à l'échelle de l'espace méditerranéen, la prise de Constantinople en 1453 est une césure majeure, car une partie de la chrétienté passe sous domination musulmane, ce qui entraîne un bouleversement majeur des circuits commerciaux en Europe. Mais en Espagne, la fin de la Reconquista, qui signifie la victoire des souverains espagnols sur les souverains arabo-musulmans, peut constituer une césure plus pertinente. Enfin, la découverte de l'Amérique, qui donne naissance à une première forme de mondialisation grâce aux échanges avec le continent américain, constitue également une césure pertinente. En France, la période contemporaine débute en 1789 avec les débuts de la Révolution française, car cet événement est un bouleversement politique, social et économique majeur qui transforme profondément et durablement la société française. En revanche, au Royaume-Uni, cette césure débute avec la chute de l'Empire napoléonien en 1815. La bataille de Waterloo aboutit à la seconde abdication de Napoléon Ier. En effet, la défaite française à l'issue des guerres napoléoniennes marque l'avènement de la thalassocratie britannique, le Royaume-Uni devenant la première puissance européenne au XIXe siècle. Ainsi, une première façon de penser le temps est donc de le découper grâce à des césures identifiées et identifiables, mais ces césures, si elles font consensus, ne font pas l'unanimité. Une autre façon de penser le temps repose sur la prise en compte des continuités. En effet, il existe de grandes permanences qui peuvent nuancer l'importance des césures présentées précédemment. L'invention de l'écriture, qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire, est le résultat de 3 millénaires d'évolution. Cette naissance n'est donc pas le résultat d'une apparition soudaine, mais le résultat d'un processus très lent, presque uniforme. C'est pourquoi l'écriture naît simultanément dans 2 civilisations, en Égypte et en Mésopotamie. La disparition de l'Empire romain d'Occident n'entraîne pas la disparition des structures juridiques et religieuses en Occident. Les souverains germaniques s'appuient sur le cadre juridique et religieux existant pour gouverner. De plus, l'Empire romain demeure en Orient grâce aux souverains byzantins. On peut ainsi observer la grande similitude des pièces de monnaie entre celles de l'Empire romain et celles de l'Empire byzantin. De même, le baptême de Clovis n'entraîne pas de rupture majeure immédiate. Sa nomination comme consul par l'empereur byzantin montre l'attachement de Clovis à l'Empire romain, et il faudra plusieurs siècles pour que le royaume des Francs devienne la Francie, puis la France. En 1453, la chute de Constantinople n'apparaît pas comme une rupture majeure pour les contemporains, car l'Empire byzantin est affaibli depuis plusieurs siècles. En 1492, la découverte de l'Amérique constitue une découverte uniquement du point de vue des Européens. De plus, cette découverte n'entraîne pas de changement quotidien pour les paysans européens. La date de 1789 est une rupture majeure en France,
mais elle s'inspire des révolutions anglaises et américaines des XVIIe et XVIIIe siècles. Si la Révolution française aboutit à la mort de Louis XVI, ce n'est pourtant pas la fin de la monarchie en France, car le régime monarchique est restauré au XIXe siècle. Et il faudra attendre 1870 pour que la République s'instaure durablement en France. Enfin, malgré l'absence de césure au sein de la période contemporaine débutée en 1789, il existe pourtant de grandes différences entre la France de 1800 et celle d'aujourd'hui. Si bien que certains historiens remettent en cause la pertinence d'une époque contemporaine. Ainsi, dans la deuxième moitié du XXe siècle apparaît une nouvelle périodisation, celle du temps présent. Il s'agit d'une période mobile qui correspond à la durée de vie humaine. Cette période historique mobile fait référence à la période des témoins encore vivants. La création de l'Institut du temps présent, en 1978, a pour but de répondre à l'exigence d'études spécifiques portant sur la Seconde Guerre mondiale et aux thématiques particulières de la période contemporaine. Ainsi, le découpage du temps est pertinent dès lors qu'il tient compte de la civilisation concernée et de l'objet d'étude abordé. Il existe différentes manières de penser le temps. Tout d'abord, la conception linéaire considère que le temps a un début, par exemple la naissance du Christ, et une fin, selon la conception chrétienne, un jugement dernier aura lieu. Le temps est alors représenté sous forme de frise, et l'avancée dans le temps est considérée comme une source de progrès. La conception cyclique du temps considère que le temps est organisé sous forme de cycle, et qu'une force supérieure garantit un retour à l'identique une fois un cycle terminé. Toute situation de déclin ou de progrès est perçue comme temporaire, le temps est alors figuré par un cercle. La conception décliniste est une conception du temps qui considère que le temps qui passe est une force qui éloigne les hommes des dieux. Ainsi, les Grecs, durant l'Antiquité, considèrent qu'il existe 5 âges. Le premier, qualifié d'âge d'or, est celui où les hommes vivaient comme les dieux, dans l'abondance. Le dernier âge, celui du fer, est considéré comme un temps de souffrance, durant lequel les hommes doivent travailler pour survivre. La conception optimiste est une conception progressiste du temps qui passe, qui considère que le temps est une source de mieux-être grâce aux innovations. Cette conception du temps naît au XIXe siècle, sous l'effet des transformations rapides de l'industrialisation, des progrès de la médecine et plus généralement des sciences. La crise du progrès est une conception du temps née en Occident au XXIe siècle sous les effets du réchauffement climatique et de la multiplicité des guerres. C'est une conception du temps qui considère que le temps qui passe est le signe d'un déclin à venir. Les différents types de calendriers illustrent les multiples façons de faire débuter le temps. Le calendrier romain républicain débute à la fondation supposée de Rome et compte le nombre d'années des règnes des souverains. Il est fondé sur le fonctionnement du cycle de la Lune. Il est remplacé par le calendrier julien, modifié par Jules César au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un calendrier solaire comptant 10 mois. Chacun est divisé en périodes de durée inégale entre elles et dont le nombre de jours varie selon le mois. Ces périodes sont les nodes, les ides et les calendes. Le début de l'année est fixé en janvier. Ce calendrier est utilisé jusqu'au XVIe siècle, bien que de nombreuses modifications soient mises en œuvre. Ainsi, dès 325, lors du concile de Nicée, le calendrier mobile des fêtes chrétiennes est fixé. Progressivement, les règles du calendrier chrétien se dessinent. L'année débute au premier jour de la Pâque, c'est-à-dire entre mars et avril. Le calendrier grégorien apparaît au XVIe siècle. En 1582, le pape Grégoire XIII modifie le calendrier julien, qui faisait durer l'année trop longtemps. Cette année-là, 10 jours du calendrier sont supprimés pour faire correspondre l'équinoxe au 31 mars. L'an 1 du calendrier est fixé à la naissance du Christ et le premier jour de l'année est fixé au 1er janvier. Le calendrier républicain est un calendrier créé pendant la Révolution française et utilisé jusqu'en 1806, ainsi que durant la Commune de Paris. Il commence le 1er vendémiaire en 1, c'est-à-dire le 22 septembre 1792, au moment de la proclamation de la République. Ce calendrier supprime le calendrier grégorien, car les révolutionnaires veulent se détacher du régime monarchique et du christianisme. C'est Napoléon Ier qui rétablit le calendrier grégorien au 1er janvier 1806. Dans le monde musulman, le calendrier débute par l'hégire, ce qui correspond à l'an 622 du calendrier chrétien. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire fondé sur l'observation à l'œil nu de la Lune, ce qui explique une variation d'1 ou 2 jours d'une même date entre plusieurs pays.
Le calendrier hébraïque débute à la création supposée du monde, soit il y a 5782 ans, en 2022. C'est un calendrier à la fois lunaire et solaire, car il compte 12 mois de 28 jours, mais un rééquilibrage est effectué pour correspondre au calendrier grégorien, qui est le calendrier civil habituellement utilisé en Israël. Il existe plusieurs échelles du temps pour se repérer. Tout d'abord, les périodisations sur le temps long, mais également les découpages décimaux, enfin, les découpages sur des périodes courtes. Les historiens utilisent des mots ou expressions pour désigner une période cohérente, par exemple la Renaissance, ou encore le siècle de Louis XIV, ou enfin les années folles. La mesure lunaire, l'utilisation du cadran solaire, du sablier ou de l'horloge à eau. La mesure du temps évolue au rythme des transformations des sociétés et des événements historiques. Le développement des horloges mécaniques en Occident commence pendant les derniers siècles du Moyen Âge et progresse lentement. L'apparition d'un temps compté mécaniquement transforme les conditions de vie et les conditions de travail. Depuis la fin du XIXe siècle et l'industrialisation de l'Europe, une harmonisation du temps est faite par la création des fuseaux horaires. Cette harmonisation fait l'objet de négociations entre les différentes nations. Les événements historiques font évoluer la mesure du temps, les jours fériés célèbrent des faits religieux, mais également des épisodes fondateurs de notre histoire actuelle. Les découpages sont utiles pour se repérer, mais il faut envisager l'histoire sur la longue durée. En effet, l'histoire est une combinaison complexe de continuités et de changements, ce n'est pas une simple suite d'événements. N'oublie pas de t'abonner.